t'es jugé partout, tout le temps, sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, Instagram, Google, Billets Réduc, la Fnac. Moi, je peux même plus compter le nombre de sites où t'es en fait, étoilé, quoi. Et après, parfois, je me rassure en me disant, mais en fait, on met aussi des étoiles au Mont Blanc. Hello tout le monde. Salut la famille. Salut! Bienvenue sur le podcast C'est comment ? C'est comment ? Qu'est-ce que c'est ? C'est ton podcast où on évoque le ressenti et on laisse de côté les faits. Le tout animé par un frère et une sœur inséparables. Le rendez-vous, vous le savez, ça ne change pas. C'est tous les dimanches à 18h, un nouvel invité pour un nouvel épisode. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver ce format sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Deezer, Spotify. On est aussi sur les réseaux Instagram, YouTube, TikTok. C'est comment le podcast. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Donnez-nous de la force pour cette saison 3. On est ensemble. J'ai hâte de commencer. Je te passe la main, ma chère sœur. Merci beaucoup. Pour ce nouvel épisode, nous accueillons la plus anglaise des Françaises et humoristes, Julie Collat. Comment vas-tu ? Très bien, et vous? Yes, Très, super. très bien. On est ravis de t'accueillir. Merci de m'inviter. Merci d'avoir accepté. Ouais, et pourtant, on va parler en français. On commence bien. Pour le coup, on va parler en français. Merci beaucoup. Pourtant, ça va, on se débrouille bien quand même en anglais, mais on va quand même vous épargner notre sublime accent. Comme vous le savez, comme d'habitude, je fais un récapitulatif des faits avant d'enchaîner sur les questions de notre invité. Julie, tu es donc juriste dans une multinationale, voilà. Sympa. Mes collègues juristes, vous ne m'en voudrez pas, mais c'est pas le département le plus drôle de l'entreprise. On est d'accord. En 2015, il y a donc les attentats du Bataclan qui marquent la France entière, et notamment aussi toi, parce que tu as discuté avec une personne quelques jours avant qui décède. Quelques temps après, c'est la mort de ton patron qui se suicide, et puis le fils d'un ami aussi qui se suicide. Bref, il y a une grosse remise en question qui se fait à ce moment-là. On arrive en 2017, tu démissionnes de ton travail, sans aucun plan B. Let's go, je quitte tout. Et puis en fait, tu écris des histoires notamment sur les Parisiens et ton mari t'insuffle un petit peu l'idée de faire du stand-up et notamment du stand-up en anglais. Il propose tes écrits à une amie qui est metteur en scène et qui décide justement de te mettre en scène. Tu fais donc un spectacle en anglais. Pourquoi ? Il faut quand même le rappeler. Tu as vécu à Londres à l'âge de 10 ans. Tu es parti vivre à Londres pendant 6 ans. Et tu as aussi travaillé aux États-Unis, notamment à New York, dans un cabinet d'avocats. Donc, tu as un très bon niveau d'anglais. Et puis, c'est quand même un milieu de niche. Donc, pourquoi pas faire ta place. Et puis, en 2020, malheureusement, tu as un cancer des muqueuses. Donc, tu fais une petite pause à ce moment-là. C'est aussi le Covid, on s'en rappelle bien évidemment. Donc, tout le milieu du théâtre, tout le milieu du stand-up est bouleversé. Tu fais une pause, mais tu reviens quand même avec un autre spectacle. Et d'ailleurs, que j'ai oublié de mentionner quand même, c'est Oh my God, she's Parisian. Et là, tu reviens avec une version 2. La question aujourd'hui que l'on se pose, c'est quel est l'avenir de Julie Collat et quelle est-elle vraiment, cette Julie Collat ? Bien évidemment, en évoquant ton actualité. Est-ce que tu es prête ? Je suis super prête. Super. Alors, on va commencer par le commencement. J'aimerais qu'on revienne sur les débuts de ta carrière. Quel est ton ressenti la première fois que tu montes sur scène et quelle est la plus grande difficulté quand on monte sur scène devant un public ? Écoute, quand je suis montée sur scène la première fois, je me disais, qu'est-ce que je fous là ? Vraiment. Vraiment, je me dis, mais c'est pas possible. En fait, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. Parce que ce qu'on a dit, c'est que c'est mon mari qui m'a insufflé l'idée, en fait. Et je lui dis, mais j'ai pas envie de faire de la scène. Et j'ai jamais eu envie de faire de la scène. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Je lui dis, mais je ne sais pas, mais pas de la scène. Il m'a dit, mais ça serait tellement cool. Et en fait, je crois que j'ai un peu réalisé son rêve, en fait, en montant sur scène. C'est comme s'il y avait eu un peu une espèce de transmission. Je suis passée sur scène à sa place. Et ce que j'ai ressenti, je pense que c'est comme tous les artistes. Les premières fois, t'as hyper mal au ventre. Objectivement, je vais pas vous faire de détails, mais t'es super malade. Et la trouille du trou noir, c'est l'enfer, alors que franchement, c'est pas aucun stand-upper va dire qu'il fait du Victor Hugo ou qui fait du La Fontaine. En fait, si tu oublies des phrases, c'est pas grave. Sauf qu'au début, le problème, c'est que tu sais pas faire. Tu sais pas te rattraper aux branches. Donc, c'est quand même un peu compliqué. Donc, ouais, je me suis retrouvée là. Et heureusement, c'était un public d'amis la première fois. Et les amis sont pas toujours cool non plus. Hein. Attends,
Je leur avais dit de me dire la vérité. Donc, c'était quand même super compliqué. C'était super compliqué. Franchement, j'aimerais pas le revivre. Ouais, c'était vraiment Ah ouais, oppressant. Ah ouais, non. Mais tu vois, rien que d'en reparler, ça me... On le sent? Ouais, je me dis encore pourquoi. Franchement, pourquoi? Pourquoi m'être infligé ça? Mais il fallait passer par là quand même. C'était important. Le truc, c'est que tu passes par là un bon nombre de fois, quoi, avant d'être à l'aise. Il y avait un rappeur que j'aime beaucoup, que j'ai déjà cité dans ce podcast, qui s'appelle Youssoupha. Il a fait une punchline que j'adore. Il dit « Je ne peux pas plaire à tout le monde dans un monde où même Dieu ne fait pas l'unanimité. » Comment toi, tu deals avec le fait que tu ne feras jamais l'unanimité? Il y aura toujours des gens qui diront bah, « Cette fille, elle est pas drôle, elle est pas talentueuse. » Comment on fait pour à chaque fois s'exposer, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur scène, et se dire « Il y aura toujours quelqu'un qui dira que j'ai pas de talent, que je suis pas fait pour ça. » quoi. Mais j'adore cette question, parce qu'on me l'a jamais posée, et c'est tellement ça, la problématique, en fait. Je pense qu'il y a 2 types de personnes. Tu as les personnes qui vraiment, parce que moi j'en connais des stand-uppers pas mal maintenant, qui vraiment ont toujours voulu faire ça, mais une fois en eux, enfin, il y a un truc qui les drive, moi j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que c'est des bulldozers, c'est incroyable, t'as l'impression que rien ne les touche, et t'as quand même des gens, la majorité, et je vais vous citer quelqu'un, franchement, c'est Jamel Debbouze. C'est pas non plus Victor Hugo, tu vois, mais la référence de Jamel Debbouze qui a dit, et tu sais que cette phrase, je me la dis tout le temps, franchement, merci Jamel, il a dit, mais moi, au bout de 20 ans de carrière, quand... blablabla 492 12 12 12 dit franchement son spectacle c'était de la merde, c'était nul, j'ai les boules pendant une semaine, alors que et je me suis dit si Jamel a encore ça, alors moi c'est normal, et je te promets que franchement je me le dis tout le temps, mais c'est super dur de se dire, parce que t'as toujours des gens qui aimeront pas, en plus l'humour c'est pire, c'est hyper clivant, il y a pas pire que l'humour. Ouais, quand tu sais que même le taulier, je dirais, de l'humour en France... Le pilier, ouais, le plus grand. Clairement. Enfin, ouais. moi, c'est clairement, ça me parle. Enfin, Jamel Debbouze, ça me parle, c'est ma génération. Je me dis, mais si même lui, il te dit que le commentaire du bolos du coin, là, il l'affecte, alors comment toi, tu le vis? Bah, c'est pire. Et encore, je te dis, t'as des gens qui le vivent super bien, qui arrivent à passer à travers tout. Enfin, en tout cas, t'as l'impression, mais moi, c'est... l'enfer. Tu peux prendre 20 bonnes critiques, t'en prends une mauvaise, c'est là. Et tu penses que tu vas jamais t'en remettre. Et tu ne penses qu'à cette critique. Mais ça, c'est l'esprit humain. Tu penses d'abord au négatif avant de penser à tout ce que les gens... Mais tu pourras jamais être aimé par tout le monde. Et c'est bien le truc de ce métier. Qu'on va te critiquer surtout. Et justement, par rapport à ces critiques, c'est vrai qu'on avait évoqué quelque chose lors du pré-entretien. C'était que quand, par exemple, on crée un produit, on va... par exemple, critiquer le produit. On va pas forcément critiquer la personne qui l'a créé. Or là, c'est quand même ton humour inspiré de ta vie, de, je sais pas moi, de tes amis, de tes enfants, de ton mari, peu importe. Bref, c'est ton humour à toi qui te parle, parce que si tu le fais, c'est que aussi la première, je dirais, spectatrice, c'est toi-même. Et que là, des gens te disent, bah en fait, non. En fait, moi, j'aime pas. Et puis, en fait, ils vont pas te dire j'aime pas, ils vont surtout te dire c'est nul. Tu vois, le jugement de valeur qu'on met quand même, je trouve, sur les réseaux sociaux et partout, mais notamment, on va parler des réseaux sociaux parce que c'est là où les gens prennent la parole et de manière très violente, sans se préoccuper des impacts que ça pourrait avoir, et de dire c'est nul, comment est-ce qu'on fait pour pas se remettre en question et se dire bah non, moi ce que je fais, je le fais jusqu'au bout. Mais tu te remets tout le temps en question. C'est justement ce que je te disais avant, c'est la personne qui dit c'est nul. Je te promets, tu te remets en question pendant des jours, tu tournes en rond, tu dors pas la nuit, tu te lèves, et tu rumines et tu rumines et tu rumines. Et mais le truc, c'est que tu es obligé de garder ton identité. Le problème, c'est que quand on t'attaque, c'est ce que je te disais, tu crées un shampoing. On va attaquer ton shampoing. Bien sûr que tu le prends mal, mais tu as un produit derrière lequel tu te caches. C'est toi la créatrice, mais il y a quelque chose. Là, c'est toi en direct, c'est même pas une peinture, c'est toi en direct sur scène avec tes punchlines, avec ton humour, avec ton vécu, avec tout ce que tu donnes aux gens, parce que quand même tu donnes, et même ton physique, tout y passe. C'est vraiment tout y passe. Et c'est des métiers qui sont super difficiles. Le théâtre et le stand-up, encore pire, je reviens encore là-dessus, l'humour, c'est ce qu'il y a de pire. Aujourd'hui, c'est tellement clivant. C'est vraiment, on a des silos d'humour. Je trouve ça vachement triste, d'ailleurs. Oui, on a l'impression qu'on peut pas rire de tout. Ouais, ça devient compliqué de rire de tout. Puis ça touche beaucoup à l'ego aussi. Ça me rappelle une interview que j'avais vue de Kian Kojandi qui disait mais ton ego, il est détruit tout le temps. Et c'est ça qui est dur aussi, c'est d'apprendre à bousiller son ego parce que tu te fais piétiner. Et quand, par exemple, tu fais des bides ou, par exemple, les gens ne rigolent pas, c'est difficile. T'en fais des bides. Avant de trouver la bonne vanne,
c'est pas des bides que tu fais. C'est des super bides. Et ça, c'est l'enfer. Il faut rebondir dessus. Et tu sais que dans ta tête, tu dis, OK, j'ai 1 heure à tenir. J'ai fait un bide. Donc là, il faut vite rebondir pour réemmener les gens avec toi dans les montagnes russes. Après, tu peux pas faire... Après, tu vois, chacun a son humour. T'as des gens qui vont rire à ça, t'as des gens qui vont rire à ça. Ça dépend de ton âge, de ta nationalité. Moi, j'ai le monde entier dans ma salle. Hein. J'ai plein de Français, mais j'ai aussi des gens de partout. Comment tu fais rire un Allemand de 40 ans? Comment tu fais rire un Autrichien de 20 ans? Comment tu fais rire un Coréen de 50 ans? On rit même pas aux mêmes choses, quoi. On est tellement différents. C'est ça qui est super compliqué. Donc moi, mes bides, en plus, ils sont compliqués à savoir parce qu'en fait, tout le monde le prend pas pour un bide. Ouais, surtout que l'humour, c'est très codifié, en fait. C'est hyper compliqué. C'est-à-dire qu'en Allemagne, on rigole pas comme en France, on n'a pas les mêmes humours, c'est pas les mêmes codes, et du coup, parfois, tu peux avoir l'impression que c'est toi qui as fait la mauvaise blague, alors que c'est juste que lui ne comprend pas. Bah Parce non, que il la comprend c'est pas. pas ses codes. Donc en fait, moi, c'est super compliqué. Je sais pas quand j'ai fait un bide ou pas. Ouais, c'est Parce que très je peux faire culturel. rire un soir et pas l'autre soir. Ah ouais. Ouais, c'est très culturel l'humour. Moi, je sais par exemple, je suis pas du tout sensible à l'humour anglais. Mais ça me fait pas rire. Mais c'est pas que. C'est juste, ça marche pas. Ça marche pas. Et tu vois, Tu vois? ça marche pas. Et je vous trouve. Non, mais j'ai regardé moi tes vidéos et j'ai rigolé. Bah, parce que c'est des clichés sur les Parisiens aussi. Je suis en mode, ouais, vraiment, moi qui suis pas parisienne, je suis d'accord. Tu vois, donc c'est pas des Tu vois clichés. Non, mais vous êtes vraiment Donc, très, c'est pas très des courageux. clichés. Hein. Ils sont très courageux. Ouais, hein. vous êtes très courageux. Parce que moi, le peu de fois où j'ai fait des blagues, par exemple, avec, allez, on est 2-3 potes et ça marche pas, waouh! Mais vous, c'est devant 300 personnes, 1000 personnes. Enfin, j'imagine la pression que ça doit être. Déjà, monter sur scène, c'est dur. Alors, ne pas faire rire parfois, c'est compliqué. Complètement. Et puis, il y a une. Dis-moi. On a tous vécu ça. Ouais, bah, vous devez y passer. C'est formateur, c'est ce qu'il disait Kian Kojandi. C'est vraiment l'école de l'humour, c'est très dur. Est-ce qu'on n'apprend pas la résilience finalement au travers de cet exercice? Si, mais je suis d'accord avec toi. Si, t'apprends à être résilient, mais parfois les gens peuvent être tellement blessants que c'est compliqué quand même. Ça marque, tu vois. C'est pas... T'es jugé partout, tout le temps, sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, Instagram, Google, Billets Réduc, la Fnac. Moi, je peux même plus compter le nombre de sites où t'es en fait, étoilé, quoi. Et après, parfois, je me rassure en me disant, mais en fait, on met aussi des étoiles au Mont Blanc. Genre, une note et des montagnes. On en est là quand même. Non, mais tiens, c'est complètement débile. Genre, ils notent des montagnes. Ils notent leur gynécologue. Non, mais on peut en parler aussi de ça. Non, mais tu vois, donc à un moment, il faut raison garder, te dire, il était mal luné ou c'est un abruti. Moi, objectivement, alors, même avant de faire de l'humour, quand j'allais voir des spectacles, jamais je me suis permise de critiquer, de le noter. Je pouvais dire, j'ai pas, écoute-moi, franchement, j'ai pas adhéré, j'ai pas accroché, voilà, ça va s'arrêter là. Jamais j'ai pris mon ordinateur pour mettre quoi que ce soit. Par contre, parfois, quand c'est bien, ça m'est arrivé de marquer quelque chose. Mais jamais je suis allée défoncer un artiste. Ouais, je comprends. Et ce qui est aussi plus dur, c'est que, comme tu le disais, donc tu t'exposes sur tous les sites. Donc, on peut laisser un commentaire sur Julie. Et tu es aussi présente sur les réseaux sociaux. Et comme je le disais tout à l'heure, on sait que les réseaux sociaux sont quand même d'une violence inouïe. Qu'est-ce qui est le plus dur dans son exposition sur les réseaux sociaux, justement? Alors, moi, j'ai un rapport très compliqué aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que je m'expose pas tant que ça. Il faudrait que je m'expose beaucoup plus. Les gens postent des réels quasiment tous les jours, tous les 2 jours. Moi, ça va être... Là, j'ai fait une pause de 5 mois. 5 mois, c'est monstrueux. Sur les réseaux sociaux, c'est une mort sociale. Hein. Soyons très clairs. J'ai bien vu l'avant-après. C'est vraiment ça, voilà. Mais ça, c'était nécessaire. J'avais besoin de prendre tous ces mois en coupant carrément, vraiment plus rien. Et ça m'a fait un bien fou. Parce que justement, à un moment, ça devient trop. Moi, j'ai un rapport très spécial avec eux. J'en ai besoin parce que j'ai besoin que les gens viennent me voir. Mais en fait, si je n'étais pas humoriste, je ne serais même pas dessus. Je n'avais pas de réseaux sociaux avant d'être humoriste. J'avais même pas Facebook. Comme tous mes potes sont sur Facebook, je m'étais dit, ça m'intéresse pas. Pourquoi je vais aller me mettre? Alors que c'est ma vie privée, tout ça. Mais après, chacun voit à midi, tu vois, à sa porte, c'est pas le problème. En tout cas, la violence des réseaux sociaux, elle est terrible. Tout le monde se défoule dessus. Par contre, les gens, dans la vraie vie, jamais te le diront. On est d'accord. On est d'accord.
Il y a quelque chose qui est drôle quand même avec ta carrière, c'est que tu mènes un métier de rêve. Je pense qu'il y a plein de gens qui rêveraient d'être à ta place. Tu fais rire des gens et t'es payé pour ça. Mais au moment du pré-entretien, tu nous as dit que c'est un boulot alimentaire. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Parce que je trouve ça très intéressant quand même. Bah parce que je voulais pas le faire à la base, c'est quand même l'histoire. Mais en fait, et en même temps, personne m'a forcé, c'est ça qui est complètement dingue. Personne m'a forcé à faire ça. Tu vois, je me suis laissée un peu embrigader parce que j'avais plus de boulot, j'avais mon chômage, je me suis dit, bon, j'écris mon truc, puis il a présenté mon truc à cette fille, et puis papapap. Et puis, en fait, grâce à elle quand même, un jour, elle m'a dit, OK, on va louer une salle. J'ai dit, mais non. Elle m'a dit, tu sais, si tu loues pas une salle, tu monteras jamais sur scène. Mais sans elle, objectivement, aujourd'hui, même si on n'est plus en contact, jamais je serais elle m'a forcé. Elle m'a vraiment forcé la main 2 fois de suite à monter sur scène. En me disant, OK, tu le fais 2 fois. Une fois avec des amis, une fois avec des pros. J'invite des pros. Et ils te diront vraiment la vérité. Tu vois, c'était pas les mêmes salles, hein, d'ailleurs. Hein. Et voilà, ils m'ont dit, il y a vraiment un truc à en faire, il faut vraiment retravailler, machin, un truc et tout. Et je sais pas pourquoi, je suis partie, mais ce jour-là, j'ai arrêté de dormir complètement. Et je me suis dit, ben, en fait, je vais faire ça. Mais ma vie a plus jamais été pareille, dans le sens où tu dors pas bien la nuit, t'es tout le temps stressé, tu penses à tes remplissages de salles, tu penses à ceci, tu penses à cela. Alors qu'avant, avec le travail que j'avais, j'étais hyper tranquille. J'étais payée à la fin du mois, en plus vraiment correctement. Putain, je dormais bien, quoi. Tu vois? Et là, en fait, c'est vraiment une vie. Alors, je pourrais pas dire, j'ai été méchante en disant que c'était un boulot alimentaire, mais je sais que c'est un c'est quelque chose de transition, tu vois, qui m'emmènera vers autre chose. Tu vois? Et je pense qu'une fois que tu es monté sur scène, tu peux faire tellement de choses. Ça en dit long sur ta force d'esprit, j'en ai aucun doute. Clairement. J'ai quand même le sentiment que c'est difficile aussi pour toi de te dire purée, je fais ça, mais de base, je voulais pas, et de l'expliquer aux gens et de dire mais comprenez-moi, en fait, de base, c'était pas ce que je voulais, mais je suis dans le train, ça y est, c'est parti, et c'est difficile aussi de l'arrêter, forcément. Et est-ce que on a peur aussi peut-être d'assumer, tu sais, ce qu'on ressent, de dire vraiment, en fait, moi, je voulais pas, mais vraiment, tu vois. Est-ce qu'on n'a pas peur parfois de se dire je sais pas, j'ai peut-être peur d'assumer ce que je ressens, peut-être de décevoir aussi les gens. Ouais, bah, quand tu dis, si tu commences à dire aux gens, mais je voulais pas le faire, c'est vrai que ça peut surprendre parce que c'est quand même un métier on peut pas t'imposer de monter sur scène. Et je sais pas, je crois que je me le suis vraiment, j'ai du mal à expliquer, je crois que je me le suis imposé. Mais j'avais sûrement un truc à régler. Hein. De toute façon, je crois que tous les gens qui montent sur scène ont quelque chose à régler. C'est un truc clair. Il y a une fêlure, il y a un truc où il y a un besoin de reconnaissance. Il n'y en a pas un qui pourra pas. C'est pas possible. Il y a un besoin de reconnaissance. Il y a un besoin de réparer ou de se réparer, de réparer une enfance. Il y a quelque chose. En tout cas, il y a vraiment quelque chose. Enfin, moi, je sais très bien d'où ça vient. Je peux l'expliquer. Et donc, je pense que j'ai fait ce travail de réparation. Tu vois, même si tu prends des coups. Et que donc, je me dis, bah aujourd'hui. Peut-être dans quelques temps, il sera temps de faire autre chose. Tu vois, mais c'est dur de l'expliquer, moi, parfois, quand je dis aux gens qui sont au théâtre et qui jouent. Déjà, je leur dis, mais moi, ils comptent leurs followers sur Instagram, tu vois, je leur dis, tu vois. Ils me disent, ouais, mais c'est hyper important parce que moi, il y en a qui le disent, je veux devenir hyper connu. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un monde où les gens, ils veulent devenir hyper connus. C'est complètement dingue. En fait, c'est vraiment le miroir aux alouettes. Moi, j'ai plein de jeunes qui viennent me voir après, qui me disent « Ouais, j'écris, c'est génial. » Je fais « Ok, écris. Va dans des comédie clubs, joue tes 5 minutes. Déjà, monter 1 heure, c'est énorme. Joue tes 5 minutes, vois ce que t'en penses vraiment. Mais à côté, n'oublie pas de faire des études, de faire quelque chose pour avoir un plan B. Le plan B, c'est tellement important. Ça, je le dis tout le temps. Tu vois, tu parles que ce métier, il se soigne et du coup, tu m'as fait une passerelle parfaite pour ma prochaine question. Merci beaucoup. Parce que j'allais te poser la question justement. Ce métier te soigne, mais en même temps, tu parles beaucoup des conséquences négatives. Comment t'expliques ce paradoxe entre ça me fait du bien, mais ça me fait du mal aussi? Ah non, mais alors attends, moi, aujourd'hui, il y a plus de conséquences négatives que de conséquences positives. Hein. Soyons très clairs. Je me suis soignée, je suis montée sur scène, je me suis prouvé que je pouvais le faire. Très bien. Et en fait, aujourd'hui, cette exposition sur les réseaux sociaux, moi, je la vis vraiment pas très, 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 très bien. Après, les gens me disent, bah, t'as arrêté de le faire. T'arrêtes de le faire, c'est la mort. Je l'ai fait pendant 5 mois, t'es mort. C'est-à-dire qu'avant, il suffisait d'ouvrir l'officiel du spectacle et tu regardais, tu disais, je vais aller voir Florence Foresti, je vais aller voir machin. Ils n'étaient pas nombreux en plus. Aujourd'hui, même moi, si je suis en anglais, il y a quand même des milliers de gens. On est, je sais plus, je crois qu'on est 800 ou 600 par semaine à jouer en stand-up. Dans les comédie clubs, les machins, les trucs et tout. C'est un métier que tout le monde veut faire. Donc ouais, je me suis soignée, mais tu as aussi beaucoup de conséquences négatives. Et puis si tu n'y arrives pas aussi.
Il y a aussi l'échec. Il faut savoir quand même c'est un métier où il y a beaucoup, 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 beaucoup d'échecs. Hein. En vivre, pas tout le monde. Comment est-ce qu'on vit le fait de mettre des good vibes dans la vie des gens, d'être hyper solaire, de rigoler, de les faire rire? Comme tu l'as dit tout à l'heure, et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, j'avais envie de rebondir, on procure une émotion aux gens. Peut-être que je te vole d'ailleurs ce que tu vas dire après. Non, peut-être, t'es en train Mais en de tout cas- spoiler. En tout cas, elle l'a dit quand même, on procure une émotion aux gens. Donc, on leur fait ressentir quelque chose, et notamment de la joie, on rigole, ça fait du bien. Mais toi, au fond, c'est pas ça, quoi. Alors, je sais pas si vous avez vu, Florence Foresti, elle a sorti une série il y a peut-être 2 ans, 3 ans, qui a bien marché, sur sa vie. Et justement, dedans, elle explique, elle parle de la dépression, mais vraiment. Il y a un épisode vraiment dur. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont lâché là en disant, je dis, ouais, mais c'est hyper courageux de sa part, en fait. C'est sûrement l'humoriste la plus connue de France. Enfin, franchement, dans les femmes, je pense qu'elle met 10 C'est la première. elle met 10 longueurs à tout le monde. Et tout le monde s'est inspiré d'elle et machin. Et malgré ça, elle a des trous, des machins. Il y a plein d'humoristes comme ça, tu vois, qui... Alors, moi, je suis pas dépressive, je suis pas... Mais on a vraiment des up and downs. Et je pense que ce métier les procure, en fait, tu vois. Les moments où tu te dis, ah, j'ai super bien joué, c'était super bien. La fois d'après, ça se passe pas bien. Tu te dis, ouais, tu te remets en question, tu te dis, j'arrête tout, j'en ai marre, j'arrête. Et sur scène, en même temps, même quand ça va pas, t'as une journée de merde, une semaine pas bien, rien ne va. Toi, ce moment-là, t'es obligé d'être au top, et t'as pas le choix. Parce qu'ils vont le sentir direct. Le public, on pense que tous les publics sont différents, mais je peux te dire que dans la minute, il a scanné, il sait dans quel état d'esprit tu es. Et si tu surjoues, si t'es pas dans le... Ils le savent. Et tu foires l'heure. Ça me fait flipper, moi. Ah, moi aussi, ça me fait flipper quand j'en parle. Vraiment? Oh. Ça te fait flipper, ça? Ouais, Tu pourrais? C'est hyper exigeant. Ouais, c'est hyper Ouais, exigeant. c'est hyper exigeant. Et puis, je trouve le fait de se dire... en fait, si j'ai passé, comme tu dis, j'ai passé une mauvaise journée, ça va pas, aujourd'hui, j'ai pas envie, mais je suis obligée d'y aller. T'es obligé d'y aller. Que quand tu fais, par exemple, les gens qui font que de la création de contenu, en réalité, bien que certains se mettent une certaine routine, il y en a certains, bon, si ça va pas, ok, la vidéo, je la ferai demain. Oui. Toi, t'as ta date, c'est programmé. Qu'il te soit arrivé XY chose, tu dois être sur scène avec le sourire et faire rire des gens. C'est hyper dur. Ah oui, et puis surtout, je vais vous dire, c'est pire que ça. C'est que la vidéo, tu peux la retourner 20 fois, comme le film. Tu peux en faire 20 fois la prise. Nous, on a une prise. Et il n'y a rien de pire que l'humour. Les gens, tu les emmènes dans le pathos pour les faire pleurer. Une fois que tu les as fait pleurer, tu les as pendant 1 heure. Ils sont dans le truc. L'humour, c'est que des vagues. Tu les as, ils redescendent. Et donc toi, t'es obligé d'être tout en haut pendant 7 heures. Mais toi, tu n'as pas le choix. Sinon, donc c'est super dur. Non, mais c'est super... Je pense que c'est vraiment, objectivement, c'est pas parce que je le fais. Je pense que sur scène, c'est l'exercice le plus difficile. Ça Bon, prend beaucoup d'énergie. Peut-être à part être à la Comédie Française et de devoir se réciter 3 heures de Shakespeare, de monologue. Là, je pense que là, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, l'exercice de l'humour est extrêmement difficile. Ouais, c'est vrai que quand on les voit, ça a l'air c'est hyper facile. Enfin, nous, on est allé voir Farid, qui est un humoriste qu'on aime beaucoup. Bon, bah, déjà, on l'a vu à la télé, là, on le voit en vrai. Bon, déjà, c'est pareil. Puis c'est genre, c'est Farid, quoi. Enfin, c'est normal. En fait, il rigole tout le temps. C'est normal, mais non. En fait, c'est un être humain comme nous. Et là, c'est down comme nous. Tu vois? T'as l'impression qu'il te raconte quelque chose, qu'il discute avec toi, alors que c'est quand même beaucoup de travail, c'est calculé aussi, c'est beaucoup de travail derrière. Et j'avais vu une statistique qui disait que la plus grande peur de l'être humain, c'était de parler en public. C'est la peur du rejet et de parler en public. Et du coup, déjà, rien que le fait que vous vous exposez en public, C'est la totale. ça en dit long sur votre courage déjà. Et moi, je dis souvent à Cassie, je dis dans le podcast, j'ai beaucoup de qualités, mais je suis pas le mec drôle et j'ai beaucoup de mal à faire rire les gens parce que je trouve que l'humour, c'est un vrai talent. C'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir manier et c'est pas donné à tout le monde. Et je trouve que faire peur à quelqu'un, si t'es graphique, tu montres une image qui fait peur, la personne va avoir peur. Mais l'humour, il y a une sensibilité, il y a un truc à aller chercher qui est très complexe, je trouve. Et pour ça, je suis très admiratif en fait de toi et de tous les humoristes qui sont dans ce milieu. Hein. Et pourtant, tu sais qu'on n'est pas forcément drôle dans la vraie vie. C'est plutôt même des gens... Enfin, s'il y en a qui sont... ou alors qui surjouent aussi. Hein. Il y a aussi le rôle que tu donnes parce qu'après, voilà. Mais la plupart, dans la vie, ils sont... C'est pas les mecs qui te sortent la vanne toutes les 2 secondes. Moi, j'ai plutôt tendance à, tu vois, être dans un dîner, un machin, avec des potes, à écouter.
est plutôt, tu vois, pas sur la réserve non plus, parce que je suis assez expansive, mais tu vois, jamais, pas trop, je suis pas trop à voler la vedette. C'est pas mon truc, tu vois. Puis moi, je le fais sur scène, donc à un moment, c'est bon, quoi. Tu vois, c'est assez fatigant comme ça. Après, tu vois, tu laisses la place aux autres. C'est vrai que les humoristes sont dotés d'une grande sensibilité, hein. Et tu le vois quand tu regardes des interviews d'humoristes, généralement, c'est des gens, comme tu disais tout à l'heure, qui sont torturés, qui ont beaucoup de traumas. Ils ont beaucoup de choses à dire finalement et ils passent par l'humour pour retranscrire. Mais au fond, il y Bien a, sûr, il y a des vrais cœurs. plein qui sont. Alors, ils le disent, je pense pas aujourd'hui, mais tu as des grands humoristes de l'époque, genre les Coluche, les Desproges, les Muriel Robin, des grands, grands, grands dépressifs. Et ça donne peut-être les plus grands humoristes d'ailleurs, hein. Je me Ouais. demande. Je pense que ça va ensemble. Ouais. Ouais, je pense que de la douleur aussi, on peut en retirer beaucoup, malheureusement. Et on le dit souvent en plus dans le podcast que c'est des épreuves les plus difficiles, qu'on ressort grandi, mais c'est triste quoi de devoir en arriver là. Qu'est-ce qui te rend heureuse aujourd'hui, Julie, si c'est pas ce que tu fais? Alors, non, si, quand même. J'ai quand même un métier, attention, j'ai quand même un métier sympa. J'aime bien ce que je fais, mais c'est parce qu'en fait, moi, après, je pense que j'ai tendance à me lasser aussi, hein. C'est ça le truc. Tu vois, comme je me suis lassée de mon premier métier, comme je me lasse petit à petit de celui-là. J'aime bien le rapport aux gens, je trouve ça hyper sympa et tout, mais là, je me dis, bon, ou alors je me dis, bah, j'écris un troisième spectacle. Ou alors je mets quelqu'un en scène. Ou alors, je sais pas, je rachète un théâtre. Ou alors, bon, j'ai pas l'argent pour. Mais tu vois, moi j'adorais, tu vois, racheter un théâtre, ça serait, tu vois. T'es esclave d'un système aujourd'hui, tu Mais, dirais? mais bien sûr, t'es obligé. Et encore moi, je m'en tiens. Le temps que je passe sur Instagram, je vois même pas le 10e du début des messages qu'on m'envoie, quoi. Tu vois, je regarde. Ah oui, j'y vais même pas tous les jours. Aujourd'hui, je ne l'ai pas ouvert. Tu vois, je fais hyper attention. On a eu de la chance du coup que tu vois notre message. Ouais, en plus. Tu commences à faufiler dans les DM. Mais je crois que je te l'ai même dit à un moment. J'ai dû mettre 2 semaines à répondre parce que tu vois, et puis surtout que ça s'empile, et puis à un moment, je vois plus, quoi. Ouais. Quel a été le moment le plus difficile de ta carrière et comment tu l'as vécu? Le moment le plus difficile de ma carrière d'humoriste, je crois pas que j'en ai eu. Franchement, des moments difficiles, vraiment difficiles, bah, même pas. J'allais te dire le Covid, quand on rouvrait, qu'on avait 10 personnes dans nos salles. Mais à la limite, c'était quasiment sympathique. Parce qu'on disait, bon, bah, on va faire une réunion de famille. Hein, on va faire un... Donc, je vois pas, j'ai pas vécu de moments vraiment... franchement, je te dis, difficile dans ma... J'ai fait des flops comme tout le monde. Ouais, les flops, c'est pas facile. Mais t'en fais beaucoup au début, surtout, parce que tu connais pas le métier et que tu écoutes pas le public et tu t'écoutes pas. Et moi, on m'a déjà dit, mais tu te souviens pas au début? Je fais non. Il m'a dit, mais t'avais des salles parfois. Ça rigolait 3 fois. Ah bon? Je me souviens pas. Alors que maintenant, je suis vachement à l'écoute du public. Tu vois, je sais le faire rebondir, je sais le faire. Donc, vraiment des moments difficiles. Non. Non, franchement, je remercie le ciel, j'en ai pas eu. Ouais, t'as eu cette chance finalement. J'ai l'impression de pas avoir connu de gros moments chocs difficiles de ta carrière. C'est des petits flops, on va dire, qui arrivent de temps en temps. Ouais, voilà. Des petits trucs qui arrivent de temps en temps. Mais rien de. Tu vois, où tu te dis, oh. Genre le film qui marche pas et t'as investi tout ton argent dedans. Des trucs comme ça. Ouais, ça, on imagine à quel point ça L'horreur. doit être dur. T'imagines. Moi, j'y pense tout le temps à ces gens-là qui font des films et qui se font démonter par la critique, où c'est partout, où t'as engagé je sais pas combien, t'as des producteurs. Moi, tu sais, je me produis, hein. J'ai ma boîte de prod, donc j'ai personne derrière qui est en train de mettre un bâton. Comme me dit tout le temps mon mari et mes potes me disent, mais si toi tu veux arrêter, t'arrêtes demain. Alors je fais, ouais, bon, j'ai plus d'argent parce que j'ai même pas le chômage. Ça, voilà. Tu vois, donc c'est un peu le... Voilà. Mais j'ai pas cette... Ma pression, c'est moi qui me la mets pour pouvoir me payer à la fin du mois, en fait. Si tu comptes te retirer un jour, comment tu comptes le faire? Parce que tu as quand même une certaine responsabilité auprès des gens, dans le sens où il y a des gens, tu les accompagnes dans leur quotidien, tu les fais rire. Tu parlais tout à l'heure que tu étais esclave d'un système. Comment on fait pour se retirer d'un milieu dans lequel on a quand même des responsabilités, on a des gens qui nous suivent? Comment on gère ça? Bah, tu sais, quand je suis partie 5 mois déjà d'Instagram, après, quand je suis revenue, tu vois, j'ai expliqué aux gens. Je leur dis, ouais, moi, j'étais obligée de faire une pause parce que les réseaux sociaux, ça draine. Et il y a plein de gens qui m'ont répondu, oh, mais comment t'as fait? Mais j'aimerais tellement, mais tu peux m'expliquer? Je dis, bah, moi, je peux pas t'expliquer parce que vraiment, c'était vraiment un besoin. Donc, je pense que le jour où j'arrêterai, je dirai aux gens, bah voilà, je vais faire autre chose. Peut-être que je vais faire quelque chose qui est en lien avec ça. Je sais, tu vois, je sais pas encore. Mais il faudra que je leur dirais, voilà, je pense qu'on a tous des vies comme les Égyptiens.
Tu vois, des vies. Tu deviens un chat, tu deviens une souris, tu deviens un aigle. Non, mais tu vois, tu peux avoir... C'est ce que je disais, tu vois, tu peux avoir plein de vies. Je te dis pas que demain, je vais devenir chirurgienne. C'est impossible, je vais pas reprendre 15 ans d'études. Mais tu peux faire plein de choses dans la vie. C'est ça qui est hyper enrichissant. Et je me servirai de ce que j'ai fait pour faire autre chose. C'est ça qui est génial. Tu vois, c'est ça qui est fantastique. Mais comme vous, avec votre podcast, vous avez tous les deux des boulots, vous faites ça en plus, puis peut-être, voilà, ça va grossir, et après ceci, après cela, et après vous en ferez autre chose, et après tu peux devenir producteur. C'est ça qui est génial, en fait. De se dire, OK, je suis plus esclave d'un travail ou d'un... Tu sais, moi, je l'ai fait, la croix sur un vrai salaire fixe hyper confortable. Moi, je l'ai fait. Tu vois. Chaque mois est différent. Est-ce que tu penses que t'émanciper de ce système, c'est réellement possible? Parce que là, tu vois, dans ce podcast, on le dit, tu parles beaucoup de reconversion. J'ai bien aimé quand tu as dit, oui, comme les Égyptiens, on change, on devient autre chose. C'est quelle suite que tu envisages pour toi? Est-ce que tu penses que tu vas vraiment y arriver? C'est une vraie question, tu vois, parce qu'aujourd'hui, tu es quand même dans le milieu de l'humour, tu es connu d'une certaine manière, tu génères de l'argent. Est-ce que ça sera possible un jour de dire, je dis au revoir à tout ça, tu vois, au même titre que, je sais pas, un footballeur qui dirait, bah, moi, j'arrête totalement le foot et je vais devenir, je sais pas, présentateur télé. On voit à notre époque de plus en plus de gens qui se reconvertissent. Moi, je faisais du rap avant, aujourd'hui, je fais des podcasts et peut-être que demain, je ferai autre chose. Est-ce que toi, c'est vraiment, vraiment envisageable dans le factuel? Mais bien sûr. Ah oui, oui, mais moi, c'est sûr. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Tu vois, je suis déjà en train de penser à l'après. Je vais pas faire ça toute ma vie. Ah non, non, mais non, non, c'est sûr. Et ça sera un moment génial. Enfin, moi, je suis très fière de ce que je fais, de ce que j'ai fait. Oh, tu m'aurais dit ça il y a quelques années, je t'aurais dit mais n'importe quoi. Parce que j'avais jamais fait de théâtre, jamais fait de scène, jamais dit que j'avais envie de faire ça, même petite. Tu vois, c'est même pas un truc que je disais pas à ma mère petite, je voudrais faire du théâtre. Et j'ai fait 2 mois de danse classique et je me suis fait virer, tu vois. Tellement j'étais nulle. Non, mais donc j'avais pas, non, mais tu vois, j'avais pas cette fibre artistique, tu vois. J'ai pas ça. C'est ça qui est dingue, c'est que j'ai pas. Donc c'est un peu une espèce de truc qui est tombé. On m'a dit, bah voilà, tu devrais faire ça parce que je savais pas quoi faire. Et je dis, bah t'as raison, je vais le faire. Et puis bon, ça a été, je l'ai quand même fait avec des forceps et tout machin. Et puis voilà, je me dis, bah c'est super, je le fais encore le temps que ça dure, le temps que je réfléchisse à l'après, parce que je vais quand même le préparer bien, tu vois, et tout. Mais moi, j'adore les gens, donc de toute façon, ça va être un métier avec les gens. C'est obligatoire. Ça va être un métier d'humain. Ça, c'est sûr. Le hasard a quand même bien fait les choses au final, j'ai l'impression, d'une certaine manière, puisque finalement, comme tu dis, tu n'avais pas cette fibre artistique. Et puis au final, tu te retrouves là à faire du théâtre. Est-ce que selon toi, on peut être bon en faisant quelque chose qui ne nous passionne pas? Et j'ai envie de te passer la main parce que je sais que tu as envie de compléter la question par rapport à ça. C'est vrai que moi, je dis souvent que généralement, les grands artistes, c'est des gens qui sont passionnés et qui sont travailleurs. Et généralement, quand tu mêles passion et travail, tu crées de grandes œuvres. Comment toi, tu fais pour être forte dans ce que tu fais, mais tu nous dis quand même que c'est pas ce qui te passionne tant que ça? Ça, c'est une vraie question, tu vois. Ouais, c'est vrai. En fait, moi, j'adore écrire. Voilà, si tu me demandais d'écrire, voilà, au lieu de passer mon temps sur Instagram, moi, je passe mon temps à... J'adore écrire, tu vois. Je passe vachement de temps au théâtre, à réécrire des trucs, à changer des trucs, à faire évoluer mon spectacle, avec des nouveaux sketchs. Là, tu vois, j'en ai 3 nouveaux en préparation. Donc ça, tu vois, j'adore faire ça, tu vois. Ça, j'aime vraiment bien. Trouver le bon mot, trouver le bon truc, ça me fait vraiment marrer. Après, c'est tout ce qui est... Je te dis, c'est vraiment, on en revient toujours à ce nœud du problème qui est tout ce qu'il y a autour. En fait, c'est tout ce qu'il y a autour qui ne me passionne pas. En fait, le monde des réseaux sociaux ne me passionne pas. J'ai tendance à trouver qu'il y a un peu de... Ouais, il y a des choses vraiment intéressantes, mais en fait, dans toutes ces choses intéressantes, il faut les trouver, parce qu'il y a beaucoup de déchets. Il y a beaucoup de... Tu vois, et il y a beaucoup de... On se regarde, on s'admire. En fait, tu sais quoi? C'est Andy Warhol. Andy Warhol qui disait « Chacun cherche son quart d'heure de gloire ». À l'époque, c'était impossible à trouver. Il fallait être Andy Warhol. Aujourd'hui, tout le monde peut l'avoir. Tu vois? Et c'est ça qui me stresse un peu, ou qui fait que, tu vois, j'ai l'impression que parfois, il y a une espèce de vacuité autour de tout ça, tu vois, qui est énorme. Mais après, le travail de scène en lui-même, il est vraiment passionnant. Je dis, c'est tout ce qui est autour. Aujourd'hui, tu peux quand même monter sur scène sans jamais avoir vu de scène et avoir déjà un public acquis parce que tu es sur les réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux commencer la scène. T'en as maintenant qui commencent la scène. Je crois que c'est Florence Foresti, encore elle, qui disait ça. Tu peux commencer la scène avec des salles pleines parce que tu es sur les réseaux sociaux. Sauf que les réseaux sociaux, c'est pas la scène.
Tu peux être super bon sur les réseaux sociaux et pas bon sur scène. Ou hyper bon sur scène et beaucoup moins bon sur... Moi, j'ai un copain comme ça, qui était vraiment très bon sur scène. Franchement, ses textes. Mais il n'a pas voulu jouer, ou je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Voilà. Et donc, à un moment, en fait, ça allait au début. Et puis, quand les réseaux sociaux ont commencé à arriver, parce qu'il a commencé le stand-up il y a longtemps, et elle n'a pas voulu rentrer dans ce truc-là. Je ne dirais pas son nom, mais il n'a pas voulu y rentrer. Et sinon, s'il était rentré, moi, je suis sûre que ça aurait pris. Parce qu'il y a 15 ans, Ruquier l'avait déjà repéré. C'est pour te dire. Donc, c'était vraiment un mec qui était bon. Mais il n'a pas voulu rentrer dans ce truc-là. Et voilà. Et donc moi, c'est plutôt tout le tour. Ouais, ce qu'on retiendra de ton épisode, c'est quand même ce côté esclave d'un système, d'un écosystème, d'un environnement finalement, mais pas tant le métier en lui-même qui te dérange d'une certaine manière, c'est tout ce qu'il y a autour. Et je sens beaucoup de points communs entre toi et moi, mine de rien, parce que j'avais dit dans l'album que j'avais sorti, un matin je me suis réveillé, j'ai décidé que je serais rappeur, sans m'en rendre compte, j'ai éveillé la plus grande de mes douleurs. Ah bah. Voilà, j'avais écrit cette punchline-là. T'avais écrit cette punchline-là ? Je l'avais écrit et du coup, je sens beaucoup de points communs entre toi et moi parce que pareil, j'ai beaucoup critiqué le monde du rap, le monde de la musique, l'industrie musicale. J'ai souvent dit que moi, j'adorais écrire, j'adorais aller au studio, mais la com, j'ai jamais été bon là-dedans. Voilà. Les clips, c'est difficile. Tu vois, donc on se retrouve d'une certaine manière. Moi, ma question, c'est est-ce que tu regrettes ce jour où justement t'es tombé dans le stand-up un peu par hasard? Parce que moi, je disais à Cassie, un matin, je me lève et tu te dis, et je me dis, je vais être rappeur. Mais encore aujourd'hui, je peux pas te dire qu'est-ce qui m'a fait me dire ça dans ma tête. Alors que j'étais au lycée et que j'avais d'autres choses à faire, j'avais beaucoup de problèmes de famille à cette époque-là, j'avais clairement mieux à faire. Mais je me suis dit, je vais être rappeur et j'ai fait ça pendant peut-être 10 ans de ma vie, jusqu'à aujourd'hui où je fais du podcast. Mais c'était le rap, quoi. Et j'avais décidé. Mais je sais pas quelle foudre m'a frappé ce jour-là ou qu'est-ce qui fait que, mais j'ai décidé que ce serait comme ça. Et je t'avoue que je le vis un peu comme une malédiction. J'ai l'impression qu'on m'a condamné, tu vois, esclave d'un système, comme tu disais tout à l'heure. Comment toi, tu vis ça, tu vois, ce jour où tout a changé? Ouais, c'est ça. Mais c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est exactement ce que tu viens de dire. T'étais bon dans ce que tu faisais, mais t'étais pas vraiment dans l'écosystème autour. Ne me C'était convenait pas ton pas. truc. Mm. Bah, moi, c'est ce que tout le monde me dit. Mais prends quelqu'un en com, prends quelqu'un en marketing, fais ci, fais ça et tout. Tourne beaucoup plus sur Instagram. Et je leur dis, mais vous vous rendez pas compte, c'est une vraie douleur pour moi, en fait, de faire ça. Moi, j'aime bien la scène, mais j'aime vraiment bien la scène. J'aime bien le rapport avec les gens. Attends, mais moi, je pense que je suis la seule artiste qui va prendre des pots avec les gens parfois après le spectacle. Ah, je te ferai un verre, ouais, ok, on reste une demi-heure, 3/4 d'heure à parler, mais qui fait ça, tu vois? Donc j'aime vraiment bien ce rapport aux gens. C'est tout le tour qui m'embête. C'est ce que je te dis, c'est vraiment tout cet effort. Mais c'est même pas si, c'est un effort parce qu'en fait, j'aime pas me. C'est dingue. J'aime pas me mettre. J'aime bien être sur la scène, mais j'aime pas me mettre en scène sur les réseaux sociaux. C'est vraiment. Parce que je trouve que c'est pas naturel, en fait. Tu vois, je trouve qu'il y a quelque chose de pas naturel. Tu vois, alors encore les stories tous les jours où tu filmes Paris, tu filmes des trucs, tu filmes des machins, bon voilà. Mais tu vois, le réel que tu vas tourner, que tu vas refaire 10 fois, il y a rien de naturel là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Trouver le bon angle, le bon machin, regarder combien ça fait de vues. Alors t'en as parfois, moi j'ai fait des trucs complètement cons, qu'on fait des millions de vues. T'es là, mais des trucs que j'ai vraiment travaillé beaucoup plus qu'on fait que dalle. Tu vois, et tu te dis, mais qu'est-ce qui... Tu vois, il y a un moment, je pense que c'est l'algorithme, c'est le truc. Il faut arrêter de... Tu te dis, mais c'est pas possible, tu vois. Donc, c'est tout ce truc autour où tu te prends la tête. Complètement débile. Tu vois, alors qu'en fait, ça devrait pas être l'essence. L'essence du métier, ça devrait être encore... Bon, moi, j'ai pas connu cette époque-là, mais d'être sur scène et les gens viennent te voir parce que, tu vois... Je pense qu'on est obligé aujourd'hui de prendre en compte les réseaux sociaux. On est obligé de en fait, les inclure dans notre système. Et forcément, moi, je me suis beaucoup reconnue en toi lors du pré-entretien parce que c'est exactement la même chose. Avec le podcast, j'adore écouter les gens, j'adore recevoir les gens. Et voilà. Mais j'ai pas envie de montrer ma vie privée. Et pourtant, via le podcast, je suis obligée de montrer une certaine partie de ma vie privée. Je sais qu'avec Adrien, on sait beaucoup et on se pose toujours la question de est-ce qu'on mettrait pas en avant notre relation frère-sœur? Parce que les gens, ils aiment. Ils ont envie de savoir, Adrien et Cassandra, qu'est-ce qu'ils font de leur week-end, c'est comment d'être hyper fusionnels, c'est quoi leur discussion, etc. Donc, il y a un côté où, allez, let's go, on fait ça, parce qu'on sait que ça va nous rapporter des abonnés et mine de rien, de la visibilité et aussi, je dirais même plus loin, de la crédibilité. Il y a certaines personnes, et même beaucoup de personnes, qui vont t'accorder du crédit parce que tu as beaucoup d'abonnés.
Parce que du coup, tu te dis, il faut que j'achète des abonnés parce que, ok, s'ils ont 10 000 ou 20 000 abonnés, ok, ce podcast, peut-être qu'il vaut le coup que j'aille dans ce podcast-là. Je trouve ça très dommage parce que c'est pas forcément révélateur du travail que l'on fait Et on en est tous témoin. les deux et on en est témoins. Et en même temps, on est obligé de toujours penser aux réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, c'est par là qu'on fait notre communication. Et c'est dingue de se dire, moi, j'ai même pas, objectivement, j'ai même pas, je sais que je peux même pas vous dire combien, c'est pour vous dire, vous avez d'abonnés. Parce que je n'en sais rien. Parce que ça ne m'intéresse pas. Et ce qui m'intéressait, c'est votre concept, c'est ce que je t'ai dit. Tu vois, et de faire le déplacement jusqu'à vous, venir. Attends, j'ai découvert une super ville d'ailleurs. Mais voilà, venir jusqu'à vous et tout, machin. Mais tu vois, moi, je suis pas du tout là-dedans. Tu vois, mais la plupart des gens ne te répondront pas si tu n'as pas un nombre d'abonnés. Alors qu'en fait, on sait tous. Il y a plein de gens qui ont acheté Plus fort. Qui ont acheté des abonnés. Moi, tu sais combien je reçois de pubs par semaine sur mon mail pro? On va t'aider à grandir ton machin, j'ai fait une étude de cas sur ton truc, voilà, donc tu dis, c'est peut-être du vrai marketing, il y a peut-être quelqu'un derrière et tout. En fait, après, le mec, il te déroule son truc, 999, 9000 dollars pour 500 000 abonnés vrais qui vont donner. Non, en fait, ça ne m'intéresse pas. Moi, je pourrais avoir le double avec la moitié de faux. Et les gens verraient pas. C'est complètement débile. Ça, c'est complètement débile. À chaque dizaine de milliers d'abonnés que tu prends de la crédibilité. Alors que c'est con. Enfin, moi, je trouve ça complètement dingue. Alors qu'en fait, tu as des gens avec des petites communautés qui vont fédérer les micro-influenceurs, mais avec des vraies communautés qui peuvent faire vendre 10 fois plus. Mais 10 fois plus que des filles. Mais moi, je le dis tout le temps, mais il y a un vrai problème avec les réseaux sociaux. C'est pas parce que la fille, elle a 500 000 abonnés, tu sais pas qui est vrai ou faux derrière. Tu sais pas qui la suit. Tu sais pas si ce qu'on lui a offert, pas offert. Il y a tout un espèce de flou. Et moi, je suis comme vous. Hein. Je dis tout le temps à ma communauté, quand je vous mets un truc en story, je n'ai pas été payée. On ne me l'a pas donné. J'aimerais bien qu'on me paye un peu, tu vois. Ça ferait du beurre dans les épinards. Mais je suis humoriste, donc je pense... Et avec des histoires un peu, tu vois, voilà, je dis des gros mots, des machins, donc je pense que pas du tout bankable pour les marques, les machins, les trucs et tout. Donc quand je vous dis quelque chose, mais les gens, tu sais qu'il y a des gens qui ne te croient même plus. On me dit, ton foulard. Donc je réponds, je dis, on te l'a donné, on te l'a offert. Non, il est à moi, tu le trouves même plus en boutique, parce que j'ai depuis 10 ans. Je l'ai eu à la sueur de mon front, quand même. Non, mais on en est là. Tu vois, il n'y a même plus de relation parfois qui est saine. Ce qui ressortira de cet épisode quand même, c'est ce concept de système quand même, où on est esclave d'un système et nous aussi on en paye les frais, ou des fois avec Cassie, on met des vidéos sur ses commandes, c'est pas forcément les plus pertinentes, c'est pas forcément... Et c'est celle qui marche le plus et on se dit mais attendez, là on vient de faire un épisode où on a développé plein de choses hyper intéressantes, on avait fait un épisode par exemple sur le climat, qui est un sujet hyper actuel, hyper important, bide total. C'est un de nos épisodes les moins vus de la chaîne, alors qu'on a reçu un activiste qui était passionnant. Qu'on embrasse, qu'on passe le big up d'ailleurs à Ludovic, qui avait des propos vraiment intéressants. Mais on va tous le regarder. Et on va tous, ouais, c'est ce qu'on aimerait. Parce que, et tu te rends compte que t'es dans un système où c'est pas toi qui décides des règles, et comme tu l'as dit, t'es obligé de t'y soumettre d'une manière ou d'une autre. Parce que ça te donne de la crédibilité. Mais attends, qu'est-ce qui marche sur Instagram? Alors, l'humour, ok, un peu, oui. Le lifestyle, la beauté, le make-up, le machin, faut être beau, faut être machin, faut être truc. Il y a vraiment des... C'est dingue. Et moi, je pense même pas à moi, mais je pense aux générations qui viennent et qui rentrent sur ces réseaux sociaux maintenant, s'ils sont pas éduqués avec ça, mais c'est une catastrophe. Comme tu le dis, le climat, avec Donald Trump et tout qui arrive, et tout le monde maintenant qui s'en bat complètement là. Mais complètement. Là, j'ai écouté aujourd'hui, tout le monde revient complètement en arrière. BP a dit, on arrête tout sur le climat. On va fourrer comme des oufs. Parce que Donald Trump est là. Tu vois, et en fait, je crois qu'on est tellement rentré dans un système avec ces réseaux sociaux où les gens, ils ont la tête bouffée. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Après, quand les gens ont la tête mangée et sont plus capables de penser par eux-mêmes, on les manipule. Tu les manipules. Ouais.
J'ai pas envie de savoir la suite là, du coup. On avait envie de te poser une question, Julie. Alors, c'est vrai qu'il s'inscrit pas forcément dans l'ADN de C'est comment, mais dont on avait quand même envie de savoir la réponse. C'était notamment, voilà, tu parles du fait que tu avais une très bonne situation avant. Aujourd'hui, tu es ta propre... je ne vais pas te demander combien tu gagnes, t'inquiète pas. Mais aujourd'hui, tu es ta propre, ta propre patronne. Voilà, exactement. Est-ce que tu gagnes mieux qu'avant ou pas? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui fait quand même que tu te dis, OK, je vais pas faire un step back en arrière? On aime bien évoquer, notamment chez C'est comment, la notion de bonheur et d'argent. Ouais. Nous, en tout cas, on défend clairement le fait que l'argent ne fait pas le bonheur. Bien C'est évidemment, ça aide, etc. Mais en vrai de vrai, je crois qu'on se met tous un petit peu dans cette idée que parce que je vais posséder ça, je vais être plus heureux. Or, je crois que non, on va pas être plus heureux. Donc, quel est toi ton regard sur ça? Alors, moi, si j'ai un truc à dire, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur. Ça, c'est vrai. Par contre, il y contribue. Parce que, On est évidemment, d'accord. si à la fin du mois, tu comptes vraiment tes sous, soyons très clairs, la dame qui bosse, 35 heures par semaine à la caisse d'un supermarché avec ses trois... Non, c'est pas vrai. Donc, il faut vraiment respecter le fait que, clairement, l'argent, en tout cas, suffisamment pour que tu vives à l'abri avec tes enfants, contribue au bonheur. Ça, c'est... Sinon, tu vis pas bien, tu dors pas bien, dès que les problèmes d'argent sont là. Par contre, moi, j'ai vraiment fait un trait sur un salaire confortable. Ça, je le savais. Et aujourd'hui, clairement, je ne peux pas me payer ça. Parce qu'en tant que... tous les gens qui nous regardent et qui ont des sociétés, qui sont entrepreneurs ou qui ont des petites boîtes et tout, savent que pour te payer 1000, il faut sortir 1008. Et que sur ces 1008, tu vas être... Tu as déjà payé tes 1008, tu vas être imposé. Et tu vas être aussi imposé sur l'impôt sur les sociétés et tout. Donc, à la fin, c'est complètement dingue. Donc, clairement, c'est un truc, moi, on me le demande souvent, il faut vraiment réfléchir. C'est super important quand tu te lances de dire, OK, qu'est-ce que j'ai derrière? Qu'est-ce que j'ai construit derrière? Est-ce que j'ai un peu de sous de côté? Est-ce que j'ai le chômage? Est-ce que j'ai... Voilà. Et je suis bien consciente que j'aurais pas pu le faire si j'avais pas eu mon mari qui m'avait dit, let's go, OK, on rogne dans les sous. On vivra différemment, mais je te soutiendrai jusqu'au bout. Et lui, il a un salaire fixe. Soyons très clairs. Je veux vraiment le dire là, parce que les gens me disent souvent, ah oui, mais tu sais... Je dis oui, mais moi, il y a un salaire fixe derrière qui fait que on peut assumer ça. Sinon, ça n'aurait pas été possible du tout. Je n'aurais pas pu le faire. J'aurais essayé, mais j'aurais été obligée d'arrêter. Soyons très clairs. Tu as déjà du coup un petit peu répondu, mais quels sont les avantages et les inconvénients de la célébrité à ton échelle, bien sûr, alors vraiment mais à mon échelle, parce que à ton échelle, mais t'es quand même célèbre Julia d'une certaine Roberts manière. va se marrer là. Attends, on reconnaît quand même ton chien dans la rue. On connaît plus mon chien que moi. Franchement. Tu fais quand même des millions de vues, donc bon, c'est déjà mieux que quelqu'un qui n'en fait pas. Donc comment toi tu vis ça, ton regard sur la célébrité, est-ce qu'il a changé un petit peu? Non, ça n'a rien changé du tout. Ah non. Et même si ça avait été 10 fois ça, moi, ça n'aurait rien changé. Non. Moi, alors là, pour le coup, tout le monde pourra vous dire que je suis toujours pareil. Ah, en plus, moi, je m'estime vraiment, vraiment passé là, moi. Pour moi, la célébrité, c'est vraiment... genre, en France, même en France, ils me font pas rêver. Alors si tu vois Catherine Deneuve dans la rue, c'est pas qu'elle me fait rêver, mais là, tu te dis, c'est une star, quoi. Quand même, tu vois. Moi, il faudrait vraiment que je vois Brad Pitt ou George Clooney, où là, t'es sur du vrai lourd. Tu vois. Non, mais là, t'es sur du lourd, t'es sur du... Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est des gens, ils peuvent plus sortir dans la rue. Ou alors, t'as des footballeurs, ils sortent plus dans la rue, des Messi, des machins. Là, c'est des... Tu vois ce que je veux dire? Mais après, voilà, la célébrité, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, c'est ton petit quart d'heure de gloire. Tu vois, les gens, t'as fait des vues sur Instagram. Ah là 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 là. Tu vois, bon, ça, c'est le rapport à la célébrité. Je pense que maintenant, tout le monde l'a sur Instagram. Hein. Mais toi, tu restes quand même assez naturel. Enfin, on le voit, enfin, même là, quand on t'a accueilli. Enfin, je sais pas, moi, j'accueille Julie. c'est très bizarre à expliquer. Mais tous nos invités qu'on accueille chez C'est comment, c'est... Oui, c'est Stéphane qui vient. Oui, c'est Julie qui vient. Enfin, on n'a pas ce rapport, en fait, de se dire ouh là là, elle a tant d'abonnés, attention. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, surtout que j'en ai pas. Enfin, tu vois, vraiment, alors vraiment, là, ça me dépasse. Tu vois, c'est vraiment un truc qui me vraiment, ça me dépassera, je crois, toute ma vie. Hein. Je veux dire, moi, je vois quelqu'un, tu me prends quelqu'un qui a 1 million d'abonnés, so what? On est Je ne d'accord, saurais même ouais. pas savoir qui c'est, d'ailleurs. Hein.
Tu vois, donc vraiment, je veux dire, j'ai l'impression que ça m'en bouge vraiment pas une. Tu vois, genre, c'est vraiment pas un truc. Et moi, je te dis encore une fois, c'est pas du tout ça que je recherche. Je recherche vraiment une espèce de bien-être, une espèce de cercle vertueux, mais que j'ai pas encore trouvé, comme tu disais. On en revient à ta phrase sur le rap. Hein. Ouais. Et voilà, moi aussi, j'ai soulevé le couvercle et après, j'ai jamais réussi à bien dormir. Donc, est-ce que je suis plus heureuse qu'avant? Je vis une vie différente, mais je dormais beaucoup mieux. Je vais te dire un truc, je dormais beaucoup mieux. Ce que je trouve hyper intéressant avec ta philosophie, c'est qu'à chaque fois, tu remets cette notion de chiffres, d'abonnés, de succès, de célébrité à une espèce d'énorme temporalité et tu rappelles toujours ce côté éphémère, temporaire. Tu vois, tout à l'heure, tu disais, oui, t'es connu, mais c'est ton quart d'heure de gloire finalement par rapport à toute ta vie et à, comme tu disais, tu vois, ton bien-être, ton cercle vertueux sur le long terme. Cette célébrité, elle veut dire quoi finalement? Mais c'est rien. Dans ta vie, elle s'inscrit. Micro, puis c'est même pas c'est un mic. C'est rien. Tu vois ce que je veux dire? Même mes enfants, ils se foutent de moi, tu vois. Donc, c'est pour te dire à quel point c'est rien. Alors, ça arrive que des gens arrivent et fassent Ah, Julia, je t'adore. Mais c'est hyper gentil. Moi, je les prends dans mes bras et tout, machin. C'est moi. Voilà. Mais c'est vraiment pas. Alors, franchement, là, c'est vraiment pas ça qui. Tu vois, je pense que je serais aussi heureuse à être prof. Hein. Franchement, tu vois, avoir des élèves, avoir. D'ailleurs, ça serait une possible reconversion. J'adore enseigner. Mais tu vois, moi, vraiment, je base pas ça là-dessus. Et je trouve qu'on est dans une société qui base tout là-dessus. Donc, en fait, ce que tu disais, le climatologue qui est venu vous voir, mais il est 1000 fois plus important que moi. Il est 1000 fois plus important que moi. Bon, il y a des gens que j'admire, genre Jean Covici, qui est vraiment bref, quelqu'un de super connu qui a l'air sur le climat depuis hyper longtemps. Moi, j'écoute tous ses podcasts, tous ses machins. Moi, j'adorerais le rencontrer pour le coup, pour pouvoir lui poser plein de questions et tout. 1000 fois plus qu'une influenceuse avec 1 million d'abonnés. Chacun place. Il n'y a aucune critique à faire, mais chacun place son curseur là où il veut bien le placer. Moi, les abonnés sur Instagram, qui est Madonna? Qui a marqué la musique comme. Je veux dire, ouais, ça, c'est une star. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Tu vois, elle a l'âge qu'elle a, elle fait ce qu'elle veut. Mais, ça, c'est une star. Moi, je vois Nabila. Bon, bah, je suis même pas sûre que je la reconnaîtrais en plus maintenant. C'est pour te dire. Non, mais je suis même pas sûre. Peut-être oui, mais peut-être non. Mais tu vois, voilà. Donc, chacun place son curseur là où il veut, mais c'est quand même bête de juger les gens à ça. Franchement, on vaut tous mieux que ça. Ouais, je te remercie en tout cas de le préciser. Je trouve que c'est important. J'ai un peu envie, tu sais, qu'on remette l'église au milieu du village. Au milieu du village, ouais, clairement. Donc, merci pour ça. Julie, comment est-ce que tu deals avec l'idée d'être venue ici au micro de C'est comment et puis de dire un petit peu ce que tu ressens par rapport à ton parcours, par rapport à ce que tu fais? Est-ce que, j'imagine que pour toi c'est OK, bien évidemment, mais qu'est-ce qu'on ressent de devoir se livrer comme ça? Ah bah là, je l'ai vraiment fait. Surtout que tu vois, je dis que c'est pas facile, je dis que j'ai des doutes, je dis que c'est un chemin de vie, qu'il y aura autre chose. Tu vois, donc tu te dis, bah, les gens peuvent se dire, ah oui, alors elle fait ça, elle va faire ça. Mais je trouve que c'est vachement intéressant de se livrer, de dire un peu comme si, tu vois, c'est sur un divan, voilà, de se montrer vraiment en tant que. Voilà, tu vois, moi, j'ai jamais essayé d'être quelqu'un que je suis pas. Tu vois, j'allais pas mettre une perruque des fossiles pour venir vous voir ce soir. J'étais habillée comme ça toute la journée. Voilà, tu vois, c'est pas. Je trouve que c'est intéressant. Je pense que tu peux faire. Ça t'aide toi. Et puis tu peux aussi faire. Si tu arrives à faire réfléchir une ou deux personnes, ou tu vois, les gens qui se posent des questions sur les réseaux, qui sont mal par rapport au réseau, ou qui se posent des questions sur la scène. J'aimerais bien faire ça, mais est-ce que. Ah ben, elle a peut-être raison. Il faudrait aussi que j'ai un métier à côté, ou que j'ai des études, si jamais. Tu vois. Ça, je me dis, il y a une ou deux personnes que tu accroches avec ça, bah t'as tout gagné en fait. Si tu pouvais voyager dans le futur ou dans le passé, t'irais où et pourquoi? Purée, je crois pas que j'irai dans le futur. Ah, là, en ce moment, franchement, je suis vraiment pas sûre. Si j'allais dans le passé, ouais, moi je crois que j'irais voir, le début des années 70, tu vois, avec les Beatles, tu vois, ces années en fait qu'ont vécu nos parents et qui, je pense, franchement, sont les années de l'après-guerre et qui, je pense, étaient les plus belles, où il y avait le plein emploi. Ma mère, elle me dit, tu changeais de job comme tu voulais, tu passais de la pub au machin, au truc, il n'y avait pas de chômage, il n'y avait pas de truc. Moi, j'irais voir ces années d'insouciance. Tu n'avais pas le sida, tu n'avais pas ceci, tu n'avais pas cela, tu n'avais pas les réseaux.
Et tu vois, voir ces années incroyables, tu vois, 60-70, où tout bougeait, il y avait une création de dingue et tout, et t'étais pas formaté. Moi, je crois que j'irais voir ça. Mais j'aurais trop peur d'aller voir ce qui va se passer dans 20 ans. Là. Le monde dans lequel on vit t'effraie un peu, t'as l'impression qu'on va vers quelque chose de dangereux. J'ai l'impression, franchement, je te dis, j'ai l'impression que là, depuis le Covid, j'arrête pas de dire qu'on est dans un accélérateur de particules et que ça va de plus en plus vite et de plus en plus mal. Que tout part en... Là, on le voit, là. De plus en plus mal. On est en train de vivre des semaines historiques. Là, c'est ouf. Et tu te dis, mais... Et peut-être parce que moi, j'ai des enfants où je me dis... Qu'est-ce qu'on a? Tu vois? Et je me dis, qu'est-ce que... Tu vois? Alors moi, j'essaie de les mettre en garde sur plein de trucs et tout. Mais moi, vraiment, j'irai voir dans le futur. J'aurais trop peur qu'on soit sous Elon Musk. Qu'on soit tous dans des fusées SpaceX, on va partir sur Mars, à bouffer de la laitue congelée, machin. Non, tout avec toute la gueule comme ça. Et tout. Non, ça me fait trop peur. Ah non, moi, je pense que je retournerais justement au moment où, justement, tout le monde était norme. Enfin, tu vois, c'était d'autres normes. T'avais pas les filtres, t'avais pas les machins, t'avais pas... Tiens, aujourd'hui, on est quand même dans un putain de culte de la beauté, du jeunisme, du machin. C'est comme spé, hein. Merci beaucoup, Julie, pour toutes tes réponses. C'était vraiment un épisode intéressant. On arrive déjà à la dernière question. Ah bah, c'est passé hyper vite. On t'avait prévenu que ça passerait vite. Hein. Combien je vous dois par la séance de psy? Et le pire... tu sais, là, on a fait 57 minutes. 57 minutes. Et que t'es pas la seule invitée qui nous dit ça. Hein. Ça vous fait beaucoup de bien apparemment et ça nous fait plaisir en vrai. Ouais. On en vient avec la dernière question. C'est la meilleure, c'est la dernière. C'est la question c'est comment? Si maintenant, je te mets dans la tête de tous les êtres humains de cette planète, tu peux leur parler. Mais malheureusement, tu meurs dans 1 minute. T'as 1 minute pour parler à l'humanité. Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu as retenu de ta vie, ton passage sur Terre, ta philosophie? Qu'est-ce que là, tu dirais aux êtres humains? Qu'est-ce que tu retiens l'essentiel là en 1 minute, top chrono? Alors, on peut dire que cette question n'a pas été préparée parce que c'est dingue comme question. Alors, Aucune question n'a été préparée. On tient à le dire. Les invités ne connaissent pas les questions à l'avance. Dingo. Et on vous remercie d'ailleurs parce que on a déjà fait l'exercice. C'est compliqué. C'est pas facile. Merci. Ouais. Bravo pour votre spontanéité. Ouais. Généralement, vous y arrivez bien. Donc j'ai 1 minute pour avant de mourir. Ouais, tu parles à l'humanité. Là, t'as 1 minute. Tout le monde t'entend. Je dirais à l'humanité que c'est complètement con. D'être parti comme ça, d'avoir tout emballé. L'environnement, le climat, nos enfants, de bouffer la terre comme ça, qu'on a une planète et qu'on devait l'emprunter. Et qu'on ne l'a pas empruntée, qu'on est en train de la foutre en l'air. Et qu'est-ce qu'on va laisser aux générations qui viennent? Surtout, que ça soit l'argent, la dette, les retraites, les machins. Je leur dirais, mais... Et alors, je sais que les guerres, il y en a toujours eu. Hein. De toute façon, les guerres de religion, les guerres machin, les guerres trucs et tout. Mais là, je me dis, en fait, l'homme est tellement con qu'il n'est pas capable de vivre sans se taper sur la gueule. Mais ça n'est pas possible. Tu vois? Et je pense que, je dirais même pas, faites la paix. Je dirais, essayons au minimum de vivre, si on peut pas vivre ensemble, de vivre proprement les uns à côté des autres. Parce qu'ensemble, franchement, je me dis, mais je sais même pas si c'est encore possible. Tu vois? C'est ça que je dirais aux gens. Je dirais aux gens, mais profitez. T'as qu'une vie. T'as qu'un moment sur Terre. On est tout petit. Même Macron ne laissera pas de traces. Tu vois, on ne s'en souviendra plus dans 30 ans. Donc, c'est pour te dire à quel point on n'est vraiment rien. Essayons de profiter au minimum, tu vois. Putain, mais c'est con, c'est bateau. Mais de ne pas se détester comme ça les uns les autres. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Tu vois, d'éduquer nos générations à venir à se respecter plus que nous, on le fait. Entre gens de différentes nationalités, différentes religions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que ça a toujours été comme ça, mais je pense que ça s'accélère à mort parce qu'on le voit de plus en plus, que tous les médias en parlent et tout. Machin. Ayons un minimum de responsabilité chacun envers les autres. Ça n'est pas possible. Comme une colonie de chimpanzés. Ils s'aiment bien entre les chimpanzés. Merci Julie. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on clôture cet épisode? Profites-en, le micro est à toi. Donc, on te donne la parole une nouvelle fois. Eh bien, non. Alors, écoute, moi, franchement, j'ai passé un super moment avec vous. Je pense vraiment que vous allez... Franchement, je pense que vous allez loin. Je l'ai senti en vous parlant. Le frère, la sœur, peut-être parce que j'ai des frères et sœurs. Merci beaucoup. Ouais, j'ai vraiment trouvé que c'était super. C'est hyper pro. C'est hyper bien fait. Moi, j'ai adoré. J'espère que j'ai pas dégoûté tout le monde de devenir comédien ou...
pas ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire que c'est un métier vraiment dur, avec des vraies contraintes. Et les à côté. Et des à côté qui sont hyper durs. Et je trouvais intéressant, justement, de parler de ces à côté. Et de ne pas parler que des côtés, ouais, c'est super, et ceci. Non, il y a vraiment des à côté qui sont compliqués. Je sais qu'il y a des humoristes qu'on en parlait. Une humoriste qui s'appelle Anne-Sophie Girard, qui a écrit La femme parfaite est une connasse. Enfin, elle est vraiment elle est vraiment connue. Et elle a dit, elle a développé un vitiligo, elle a développé il y a des gens qui en ont parlé. Et c'est vraiment important de dire aux jeunes, à tous les gens qui voudraient se lancer, il faut vraiment le faire avec des bases tu vois, solides, et pas tout miser là-dessus non plus, se donner à fond, mais parce qu'il y a vraiment des côtés dark side dont personne ne parle parce que ça se fait pas d'en parler. Mais tu les as vraiment. Et tu en as vraiment parlé. Donc, merci pour ça. Ouais. Ouais, merci pour ce témoignage transparent. Franchement, ça fait du bien et c'est cool d'avoir des témoignages comme le tien, comme tu dis, parce que ça démystifie aussi tout ce qu'il y a autour des humoristes et de ce monde-là. Et que oui, c'est bien, il y a plein de choses qui sont belles et Bien tu sûr. l'as dit, mais c'est aussi très difficile. Bien Donc, sûr. merci Julie pour ça. Eh ben, merci à vous. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un vrai plaisir de t'écouter. Je suis très content qu'on ait pu parler de ce sujet. C'est cool. En plus, l'humour, on l'avait jamais fait. Et j'ai beaucoup aimé tout ce que tu as dit. C'est un épisode que je vais pas oublier de sitôt. Voilà. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment. Si vous avez aimé cet épisode, on vous invite à liker, commenter, partager. On vous le dit pas assez souvent. Mais n'oubliez pas que si on continue, c'est aussi grâce à vous. C'est grâce à votre soutien perpétuel. Donc, likez, commentez, parlez-en autour de vous. Si vous voulez venir dans l'émission, vous nous envoyez un DM. On y répond aussi. Ça, je le dis pas assez, mais tout le monde est le bienvenu chez C'est Comment. Voilà. En tout cas, on se voit très bientôt. Je suis très, très content et je te laisse conclure cet épisode, ma chère sœur. Bah écoutez, je pense que je n'ai rien à rajouter. Vous avez tout dit. Donc, je vous remercie tous les deux. Merci à toi de m'accompagner, je dirais, au quotidien dans ma vie. Avec plaisir, à ton Premier Mais ministre. Mon Premier ministre, exactement. Oui, parce que c'est moi la présidente, faut le rappeler quand même. Bah, t'es au milieu. Là. Je suis au milieu, T'es au milieu, voilà. hein. En tout cas, je n'ai rien d'autre à rajouter, si ce n'est que nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche 18h, pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. En attendant, on vous salue et on vous dit Beijinhos. Ciao.